En 1906, lorsque Boros Noubar et Yervant Aradon décident de créer l'Union générale arménienne de bienfaisance, il y a une urgence absolue dans l'Empire ottoman, avec des populations rurales arméniennes qui sont dans une situation dramatique. Finalement, ces deux fondateurs ont été nourris par les conséquences des massacres qui ont eu lieu à l'époque du sultan Abdulhamid dans les années 1895 et des conséquences que cela a eu sur la situation socio-économique dans le pays. Les massacres ont engendré une dépopulation, à savoir non seulement des massacres, mais une pression sociale, en particulier des tribus kurdes, sur les populations rurales arméniennes, qui a engendré un départ massif en exil. Donc, la fondation de l'UGAB, c'est aussi de lutter pour stopper cette dépopulation et élever le niveau d'éducation. Pourquoi le Caire devient le siège de l'Union générale arménienne de bienfaisance? Pour une raison extrêmement simple. La région est sous protectorat britannique et échappe à l'emprise du centre de Constantinople. L'objectif est de travailler sur les Arméniens ottomans, mais avec une certaine autonomie. Le Caire garantit une autonomie. L'autre élément essentiel, la présence de Boros Noubar, de la famille Noubar et d'une élite arménienne en Égypte. Boros Noubar est le fils de l'ancien premier ministre égyptien, Noubar. Donc on a affaire à une élite arménienne qui sont en fait des hommes d'État. Au moment de la fondation, nous avons affaire avec ce premier conseil central à des compétences extrêmement larges et qui vont contribuer à dynamiser l'action de l'Union. Donc pédagogues, égyptologues, mais aussi hommes d'affaires, des gens qui savent gérer des entreprises. Ça donne tout de suite à l'Union générale arménienne de bienfaisance un profil très particulier. On a là affaire à une élite de haut niveau qui sait organiser le travail et qui va mettre en place une vision globale et développer en Arménie ottomane des programmes extrêmement bien organisés. La démarche de l'Union à vocation humanitaire n'est pas une première dans le cadre ottoman. Il y a déjà eu des initiatives antérieures, par exemple le cas du père de Yervant Aradon, qui avait lui-même entrepris des démarches pour créer des institutions à vocation humanitaire. Mais toutes ces initiatives étaient à vocation locale et n'avaient pas la vision, l'ampleur que l'Union générale arménienne de bienfaisance va prendre. Il ne faut pas oublier d'autre part que dans le cadre ottoman, il y a une institution très bien organisée qui est le patriarcat arménien de Constantinople, qui va jouer un rôle majeur dans tous les événements qui marquent l'histoire des Arméniens ottomans. L'UGAB, tenant compte de ce contexte, va, elle, mener une activité complémentaire. En fait, ce que l'Union va faire, c'est jouer un rôle très important dans la création en Arménie, et en particulier dans des zones rurales, d'établissements scolaires qui répondent donc à des pratiques d'éducation extrêmement modernes, et d'avoir un rôle dans le développement notamment des activités agricoles. Ce qui distingue l'UGAB, par exemple, du patriarcat arménien de Constantinople, c'est une compétence, une expertise pour évaluer les situations locales et répondre aux besoins locaux. Avec l'UGAB, on entre dans une ère d'action humanitaire moderne. À partir d'avril 1909, au moment des massacres de Cilicie et d'Adana en particulier, l'Union va se faire connaître internationalement à l'occasion de ses interventions sur place, la création d'orphelinats, la réhabilitation des rescapés et une aide à la reconstruction des villages et des maisons détruites pendant ces violences. Après la révolution jeune turque, leur arrivée au pouvoir,
Il va y avoir une ouverture qui va permettre à l'Union générale arménienne de bienfaisance d'installer des chapitres, des branches, dans plusieurs villes de l'Empire ottoman. La stratégie de l'Union, c'est de s'ouvrir non seulement dans le cadre ottoman, mais surtout à l'international en créant des sections en Europe, en particulier en France et en Grande-Bretagne, Manchester par exemple, qui est la première section à s'ouvrir. Au fur et à mesure que ces populations arméniennes qui ont migré vers les États-Unis s'installent, à Watertown, à New York, à Boston et à Fresno ou ailleurs. Dans les années 1909, 1910, 1911, on va voir se créer des dizaines de chapters et ces chapters vont être non seulement la source de militants, mais surtout un lieu de ressources financières. Ces chapters vont contribuer à collecter des moyens financiers pour que l'Union puisse développer des programmes. Mais comme toutes les organisations, les filiales de l'Union dans l'Empire ottoman vont être décimées puisque leurs membres vont être déportés et massacrés pour la plupart. Avec la destruction des Arméniens ottomans, l'UGAP quitte le domaine de l'action sur le terrain dans les provinces ottomanes pour s'adapter à la réhabilitation des rescapés de 1915. Et donc ça va transformer la nature même de l'activité de l'Union dans ces régions, puisqu'elle va passer d'un projet à vocation exclusivement extérieure, concentré sur les Arméniens ottomans, vers la gestion d'une diaspora arménienne avec des besoins sociaux, culturels et éducatifs auxquels elle va répondre. Et donc on la voit tout doucement basculer, changer de nature.